Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures luxation de la tête fémorale. Le topo a été réalisé par le docteur Théopold Dardenne, sous la direction du docteur Lecoinet. C'est une pathologie rare auquel nous ne sommes que rarement confrontés. Elle concerne 1,5% des traumatismes de hanche. 85% d'entre elles touchent les hommes. Ces fractures s'inscrivent souvent dans le cadre de patients polytraumatisés graves, avec des lésions associées, comme des fractures du col fémoral, du genou, ou encore de l'acétabulum dans 60% des cas. Une imagerie doit être demandée de toute urgence. Tout d'abord, il nous faut une radiographie du bassin de face. Elle nous renseigne sur le type de luxation ainsi que sur la présence d'une fracture associée. Dans un deuxième temps, il faudra réaliser un scanner. Bien qu'un body scanner soit souvent réalisé en première intention dans le cadre du bilan initial du polytraumatisé, il faudra souvent réaliser un deuxième scanner qui nous renseigne sur la taille du fragment et sur la qualité de la réduction. On sera donc confronté à deux grands types de luxation de hanche, les luxations postérieures et les luxations antérieures. Les luxations postérieures représentent 75% des luxations. 50% sont dits iliaques ou postéro-supérieurs, 25% sont dites ischiatiques, soit postéro-inférieures. Cliniquement, on retrouvera un membre en adduction en rotation interne. Ces fractures-luxations sont souvent retrouvées dans le mécanisme du tableau de bord lors d'un accident de la voie publique. Les lésions associées au mécanisme du tableau de bord sont des fractures de l'acétabulum, des fractures impaction, des lésions du nerf sciatique ou des lésions du genou ipsilatéral. Voici un exemple de radiographie montrant une fracture-luxation postérieure avec un fragment de tête probablement resté dans l'articulation. Puis viennent en second plan, moins fréquentes, les luxations antérieures. Elles sont dites pubiennes dans 10% des cas et dans 15% des cas obturatrices. On retrouvera cliniquement une déformation en abduction et rotation externe. Elles surviennent pour des traumatismes tout aussi violents, surtout lorsque le point d'impact est situé sur la face interne d'un genou en flexion. Lors de l'abduction de hanche, c'est en fait le grand trochanter qui vient faire effet câble sur l'os iliaque, conduisant à l'extraction de la tête fémorale de l'acétabulum. Voici un exemple de radiographie de luxation obturatrice. Ce qui nous amène à la classification radiologique historique et la plus connue du docteur Pipkin, faite en 1957, qui classe en 4 groupes de fractures luxation de hanche en fonction de localisation du trait de la fracture. Le grade 1 regroupe les fractures dont le trait est sous-fovéal, détachant un fragment d'un tiers de tête ou moins. Le grade 2 regroupe les fractures dont le trait est suprafovéal, détachant un fragment de plus d'un tiers du volume de la tête. Le grade 3 est une association d'une fracture de type 1 ou 2, plus une fracture du col associée. Enfin, le grade 4 est une association d'une fracture de type 1 ou 2, plus une fracture du cotyle associée. Il existe une deuxième classification, plus récente, la classification de Chiron, plus précise et complète, prenant en compte la taille du fragment ainsi que la présence d'une fracture associée. Elle est classée grade A si la luxation est pure. Elle est classée grade B si une fracture du col est associée. Elle est classée grade C si une fracture de l'acétabulum est associée. Pour les fractures de type 1, on ne retrouve que des fragments ostéochondraux de petite taille. Pour les types 2, le fragment est égal à un quart de tête. Pour les types 3, le fragment est égal à un tiers de la tête. Pour les types 4, le fragment est égal à une demi-tête. Pour le type 5, plus rare car difficilement diagnosticable, c'est un tassement supérieur. Il y a donc 4 questions à se poser devant une fracture luxation de hanche. Le type de luxation. Est-ce qu'une fracture du fémur est associée? Est-ce qu'une fracture de l'acétabulum est associée? Tout cela dans un délai de prise en charge le plus court possible. Mais de quelle façon allons-nous procéder? Deux choix s'offrent à nous. La manœuvre de réduction doit être tentée en première intention, et si la luxation est impossible à réduire ou incoercible, c'est-à-dire trop instable pour rester réduite, la réduction sanglante doit être effectuée. Dans tous les cas, il faut procéder à une réduction dans les 6 heures sous anesthésie générale et curarisée pour limiter le risque fracturaire.
Le risque d'ostéonécrose serait 10 fois plus élevé une fois le délai des 6 heures dépassé. Tout d'abord, l'aide, avec ses mains, retient le bassin sur le brancard. L'opérateur est en général sur le brancard à genoux. Si la luxation est postérieure, le mouvement de réduction est dans un premier temps une flexion de hanche et de genou. Puis, dans un deuxième temps, une traction au zénith et on accentue la rotation interne pour désincarcérer la tête. Puis, on finit par une adduction. Pour les luxations antérieures, une traction dans l'axe est en général suffisante. Il existe bien d'autres techniques de réduction, mais la manœuvre d'Alice est la plus importante à retenir pour le cas des luxations postérieures. Nous allons maintenant parler de l'algorithme de prise en charge de ces fractures luxation de hanche. Si la hanche est stable après réduction, avec une imagerie sans fracture associée, c'est une luxation pure. Le traitement sera orthopédique et donc médical avec des anti-inflammatoires ainsi qu'une prophylaxie antithrombotique. L'appui sera soulagé entre deux cannes pendant 6 semaines avec une rééducation précoce active aidée. Une surveillance prolongée pendant 5 ans sera préconisée pour détecter une éventuelle nécrose de tête fémorale. Dans le cadre des grades 1 de Pipkin, nous utiliserons la classification de Chiron pour mieux détailler la prise en charge. Pour le type 1, le traitement orthopédique peut être proposé. Dans le type 2, un traitement chirurgical est souvent nécessaire, que ce soit pour un vissage si le fragment est déplacé de plus de 1 mm ou une ablation des fragments si ceux-ci sont trop communitifs. Pour le type 3, c'est le même raisonnement, bien que le vissage doit être préféré à l'ablation du fragment. Dans le cas des grades 2 de Pilkin, c'est-à-dire lorsque le fragment est supérieur à 1/3 de la tête fémorale, le traitement de choix est l'ostéosynthèse si le fragment est déplacé de plus de 1 mm. Le traitement de choix est l'ostéosynthèse si le fragment est déplacé de plus de 1 mm. Dans le cas des grades 3 et 4 de Pipkin, il faudra prendre en compte l'âge du patient. Globalement, chez les sujets jeunes, l'ostéosynthèse doit être tentée. Au-delà de 60 ans environ, l'arthroplastie de hanche sera la solution de choix, permettant une reprise de l'autonomie plus précoce. Voici un exemple de traitement d'un grade 2 de Pipkin. Lorsque la fixation chirurgicale est décidée, on pourra réaliser une ostéosynthèse par vissage cannulé enfoui, en direct ou en rappel. Si l'ostéosynthèse est trop complexe et communitive, il faut savoir réaliser une fixation du fragment le plus important et une ablation des fragments restants qui peuvent être source d'ossification hétérotopique par la suite. Le Pipkin 3 chez le sujet jeune, il faut ostéosynthèser la tête et le col fémoral. Ces chirurgies sont très arthrogènes et enraidissantes. Elles doivent être proposées lorsqu'il est encore trop tôt pour mettre en place une prothèse totale de hanche. Pour les Pipkin 4, il faut ostéosynthéser le cotyle et la tête fémorale chez le sujet jeune et savoir proposer une nouvelle fois l'arthroplastie totale de hanche chez le sujet âgé. Mais quelle voie d'abord choisir? Eh bien, cela va dépendre de la localisation du fragment et des fractures associées. La voie postérieure présente l'avantage de respecter la vascularisation antérieure. Elle permet un bon contrôle de la qualité de la réduction de la luxation et permet de synthéser une éventuelle fracture de la paroi postérieure de l'acétabulum. Le vissage de la fracture de tête sera cependant réalisé en rappel et non en direct. La trochantérotomie est également possible et permet le meilleur jour possible pour synthéser la tête fémorale et le cotyle dans le même temps. Elle est réalisée au ciseau droit et consiste en une section osseuse juste au-dessus du vaste latéral, détachant un fragment proximal comprenant les insertions des pelvitrochantériens, excepté le carré fémoral. Une autre voie est possible, la voie médiale. Je vais donc vous parler de la voie de Chiron, une voie médiale modifiée qui semble la plus adaptée quand la luxation est bien réduite et que le seul geste à réaliser soit une synthèse. C'est une voie d'abord mini-invasive qui semble intéressante à connaître car peu souvent faite mais très utile dans ce contexte. L'installation est en décubitus dorsal, position frog leg, avec une flexion-abduction de hanche à 45 degrés et une rotation externe à 30 degrés. L'incision est réalisée 3 cm en dessous de l'épine du pubis sur le long adducteur, qui dans cette position fait saillie sous la peau. Tout va donc se passer dans la loge médiale de cuisse. Nous allons donc voir 3 voies d'abord traversant de manière différente cette loge, autour des muscles courts, grands et longs adducteurs, pectinés. On observe ici le rameau superficiel du nerf obturateur entre ces 3 muscles.
on observe, plus en dedans, le pédicule vasculo-nerveux fémoral. Après avoir incisé sur le long adducteur, le but est de laisser tous les muscles adducteurs de cuisse en arrière de la voie d'abord, pour ensuite arriver directement sur le petit trochanter. Voici le jour donné sur la tête et le col fémoral par cette voie d'abord. La voie de Ludlow, plus historique, passe en avant du long adducteur, puis en transmusculaire entre le pectiné et le court adducteur. Cette voie présente donc plus de risques pour le nerf obturateur et offre un moins bon jour sur l'articulation. La voie de Ferguson est plus interne encore, entre le court et le grand adducteur. Il faut également faire attention au rameau postérieur du nerf obturateur. Ces deux dernières voies d'abord ne sont pas conseillées dans le cadre du traitement de ces fractures. Ces fractures luxation, opérées ou non, vont présenter de nombreuses complications, à commencer par les ossifications hétérotopiques dans 20% des cas. L'arthrose précoce est retrouvée dans 20% des cas lorsque la luxation est simple. On retrouve dans 20% des cas également une ostéonécrose de tête fémorale. On retrouve également dans 20% des cas une paralysie sciatique, qu'elle soit définitive ou temporaire. Elle est en général plus souvent retrouvée lors des luxations postérieures avec des fractures de l'acétabulum. Pour conclure, il s'agit d'une population bien définie, au jeune homme lors d'un accident de la voie publique à haute cinétique. Il existe deux classifications à retenir, la classification historique de Pitkin, à connaître par cœur, ainsi que celle de Chiron. Il existe trois traitements, le traitement orthopédique, le traitement conservateur par ostéosynthèse ou ablation, et le traitement par arthroplastie totale de hanche. Il existe quatre complications principales, l'arthrose, l'ostéonécrose, la paralysie du sciatique, ainsi que les ossifications hétérotopiques. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci et à bientôt. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci et à bientôt.